Ma sœur s'est moquée de moi en me traitant d'erreur d'un autre homme, le jour de mon anniversaire, puis m'a offert un test ADN en guise de plaisanterie. Pendant 35 ans, j'ai été la fille invisible. Celle dont on oubliait l'anniversaire, dont les réussites passaient inaperçues, dont la présence au dîner de famille ressemblait plus à un dérangement qu'à une célébration. Mais je ne m'attendais pas à ce que ma propre sœur me tende une boîte emballée lors de mon dîner d'anniversaire, adresse un sourire narquois à toute la tablée et dise « Peut-être que ce test ADN expliquera enfin pourquoi tu as toujours été l'erreur d'un autre homme dans cette famille. » Le rire qui a suivi résonne encore dans mon esprit. Le petit rire nerveux de maman, le silence de papa, la façon dont les yeux de Lily brillaient d'une lueur qui ressemblait moins à de l'humour qu'à de la faim. J'ai fait ce test, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que j'avais besoin de savoir pourquoi elle était si impatiente que je le fasse. 3 mois plus tard, l'avocat chargé de la succession de notre famille a convoqué une réunion d'urgence. Quand maman et Lily sont entrées et m'ont vue assise là avec mon propre avocat, leurs visages sont devenus blêmes. Elles pensaient m'enterrer avec ce test ADN. Elles ne savaient pas qu'elles creusaient leur propre tombe. Avez-vous déjà découvert que les personnes qui étaient censées vous aimer complotaient contre vous depuis le début? Je m'appelle Emily Carter. J'ai 35 ans, analyste financière, j'ai bâti ma carrière grâce à la discipline et à la détermination, des qualités que j'ai développées parce que personne dans ma famille ne m'a jamais rien offert sur un plateau. Tandis que ma sœur cadette, Lily, recevait des éloges pour le simple fait d'exister, j'ai appris très tôt que mes accomplissements seraient accueillis au mieux par de l'indifférence, au pire par des critiques. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents m'a semblé plus long que d'habitude ce soir-là. 3 mois s'étaient écoulés depuis les funérailles de papa, et c'était la première fois que je revenais pour ce que maman appelait un « petit dîner d'anniversaire ». Je ne m'attendais pas à une célébration, j'avais cessé de l'espérer depuis des années. Mais quelque chose dans la voix de maman au téléphone avait sonné étrange, trop enjoué, trop désinvolte, comme si elle lisait un scénario écrit par quelqu'un d'autre. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, la première chose que j'ai remarquée fut des rires. Maman et Lily étaient assises à la table de la cuisine, feuilletant une brochure de vacances, discutant de stations balnéaires et de forfaits spa. 3 mois après avoir enterré leur mari et père, elles planifiaient des escapades tropicales. Le chagrin qui avait consumé les funérailles semblait s'être entièrement évaporé. J'ai posé la bouteille de vin que j'avais apportée et j'ai embrassé maman sur la joue. Elle a eu un léger sursaut avant de se reprendre avec un sourire trop large. Lily n'a pas pris la peine de se lever, se contentant de m'adresser un vague signe de la main sans quitter la brochure des yeux. Pendant le dîner, j'ai essayé de poser des questions sur la lecture du testament. Cela faisait 3 mois, bien plus que le délai habituel. La fourchette de maman s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Nous ne sommes tout simplement pas prêtes, ma chérie. Nous sommes encore en deuil. Elle a jeté un regard à Lily, qui a habilement redirigé la conversation vers sa récente promotion au travail. Je les ai observés échanger des regards tout au long du repas, des coups d'œil rapides et nerveux qui contenaient des conversations entières que je n'étais pas censée comprendre. Elles coordonnaient quelque chose, j'en étais certaine. La conversation tournait entièrement autour de Lily, les réussites de ses enfants, la nouvelle voiture de son mari, ses projets de rénovation de leur cuisine. Quand maman a enfin reconnu mon existence, ce fut avec une seule question, toujours dans ce même cabinet comptable. Avant que je puisse répondre, Lily m'a interrompu avec une autre histoire la concernant. Mais ce soir-là était différent de la négligence habituelle. Lily n'arrêtait pas de me regarder avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. De l'anticipation, peut-être. Comme un chat observant une souris s'approcher d'un piège. Maman buvait plus de vin que je ne l'avais jamais vue consommer, ses yeux fuyant les miens chaque fois que j'essayais de les croiser. Puis est venu le cadeau. Lily a fait glisser une boîte emballée sur la table, ses lèvres se courbant en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Joyeux anniversaire, Emily. J'ai pensé que cela pourrait t'aider à répondre à certaines questions que tu t'es probablement posées toute ta vie. À l'intérieur se trouvait un kit de test ADN. Peut-être que cela expliquera enfin pourquoi tu as toujours été si différente du reste d'entre nous, dit Lily, sa voix suintant une fausse douceur. Qui sait quel secret se cache dans tes gènes? Tu devrais vraiment l'envoyer. Tu ne veux pas savoir qui tu es vraiment? La table a éclaté de rire, mais j'ai remarqué les mains de maman qui tremblaient autour de son verre de vin,
ses jointures blanches contre le pied. Et la blague de Lily avait semblé répétée, livrée avec la précision de quelque chose de pratiqué devant un miroir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis retrouvée dans mon ancienne chambre, fouillant dans des boîtes que je n'avais pas touchées depuis des années. Au fond de mon placard, j'ai découvert une enveloppe déjà ouverte, son contenu négligemment remis à l'intérieur. La poussière autour avait été récemment dérangée. À l'intérieur se trouvait une photo de moi bébé, tenue par un homme que je n'avais jamais vu. Au dos, de l'écriture de ma mère, 2 mots, pardonne-moi. J'ai tout photographié avec mon téléphone. Puis j'ai pris le kit ADN que Lily m'avait donné et j'ai pris une décision. Je l'enverrai. Non pas parce que ma sœur le voulait, mais parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi elle était si impatiente que je découvre que je n'étais pas vraiment une Carter. Quel que soit le piège que Lily tendait, j'avais l'intention de le trouver avant qu'il ne me trouve. J'ai posté le kit de test ADN le lendemain matin. La société promettait des résultats dans un délai de 4 à 6 semaines, alors j'ai utilisé ce temps pour faire mes propres recherches. J'ai commencé par la photographie, l'homme inconnu tenant le bébé que j'étais, la demande de pardon de ma mère écrite au dos. J'ai scruté son visage, cherchant une ressemblance avec des personnes que mes parents avaient connues, mais je n'ai rien trouvé. La qualité de l'image était trop mauvaise pour qu'un logiciel de reconnaissance faciale puisse aider. Alors j'ai attendu. Et j'ai observé. Et j'ai prêté attention à chaque regard nerveux que ma mère me lançait lors de nos brefs appels téléphoniques. Les résultats sont arrivés un mardi après-midi, exactement 5 semaines après l'envoi de mon échantillon. J'ai ouvert l'email à mon bureau pendant le déjeuner, m'attendant à la confirmation de ce que j'avais déjà commencé à soupçonner. Ce que j'ai trouvé était à la fois plus simple et plus compliqué que je ne l'avais imaginé. Aucune relation biologique détectée avec les échantillons de référence de la famille Carter. Les mots s'affichaient sur mon écran comme un verdict. Je n'étais pas la fille de mon père. L'homme qui m'avait élevée, qui avait payé mes études, qui m'avait regardé avec ce que je réalisais maintenant être un mélange complexe de devoir et de distance. Il avait su. Il devait l'avoir su. Et il m'avait gardé quand même s'il n'avait jamais tout à fait réussi à m'aimer comme il aimait Lily. Mais le rapport contenait autre chose. La base de données ADN avait identifié une correspondance génétique, un lien avec la famille d'un homme nommé Richard Ray. Le système suggérait qu'il pourrait être un parent biologique proche, peut-être un père ou un oncle. Le nom ne me disait rien, alors j'ai fait ce que tout analyste ferait, j'ai fait des recherches. Richard Ray avait été un entrepreneur à succès qui avait bâti sa fortune dans l'immobilier commercial dans les années 1980 et 90. Il était décédé 5 ans plus tôt, laissant derrière lui un patrimoine considérable et aucune famille proche. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est un article datant de 34 ans, enfoui au fond d'un journal d'affaires archivé. Le titre disait « Un investisseur local sauve une entreprise manufacturière en difficulté ». L'entreprise était Carter Industries, la société de mon père. Richard Ray avait fourni le capital qui avait maintenu l'entreprise familiale en vie pendant sa période la plus sombre, juste au moment où je suis né. Je me suis adossé à ma chaise, mon esprit parcourant les implications. Ma mère avait eu une liaison avec l'homme qui avait sauvé l'entreprise de mon père. J'en étais le résultat. Et d'une manière ou d'une autre, tout le monde s'était mis d'accord pour garder le secret pendant 35 ans. Mais pourquoi Lily voulait-elle que cela soit révélé maintenant ? J'ai décidé de forcer les choses. Ce soir-là, j'ai pris une capture d'écran de mes résultats ADN et je l'ai envoyée à notre discussion de groupe familial avec une seule question, quelqu'un veut m'expliquer ça ? Les réactions sont venues rapidement, et elles m'ont tout dit. Maman a appelé en quelques minutes, la voix étranglée par les larmes. Elle m'a supplié de supprimer le message, de laisser tomber, de comprendre que certains secrets étaient enterrés pour de bonnes raisons. Elle a parlé de la complexité des choses à l'époque, des erreurs qu'elle avait commises, du fait que papa lui avait pardonné et qu'ils avaient tous avancé en tant que famille. Pas une seule fois elle ne s'est excusée auprès de moi. Pas une seule fois elle n'a reconnu que j'avais passé 35 ans à me sentir comme une étrangère dans ma propre maison à cause d'un mensonge qu'elle avait raconté. Mais c'est la réponse de Lily qui a confirmé mes soupçons. Elle n'a pas appelé. Elle a envoyé un SMS, et ces mots ne contenaient ni choc, ni confusion, ni inquiétude fraternelle.
juste une satisfaction froide. Eh bien, maintenant tu sais. J'imagine que ça change les choses, non? Elle s'y attendait. Elle l'avait voulu. Le test ADN n'était pas une mauvaise blague, c'était le premier coup dans une partie que je ne comprenais pas encore. Je l'ai appelé ce soir-là pour exiger des réponses. La conversation a commencé de manière tendue et a rapidement dégénéré. Lily avait toujours été douée pour la déviation, pour retourner chaque accusation contre l'accusateur. Mais cette fois, son masque est tombé. Quand je l'ai accusée d'avoir planifié tout ça, d'avoir délibérément exposé le secret dans un but que je ne voyais pas encore, elle a perdu le contrôle. J'ai protégé les secrets de cette famille pendant 20 ans, a-t-elle hurlé au téléphone. 20 ans à me taire pendant que tu jouais la victime innocente. Et maintenant, je vais m'assurer que les bonnes personnes obtiennent ce qu'elles méritent. La ligne est devenue silencieuse. Elle m'avait raccroché au nez. Mais ces mots ont résonné dans mon esprit longtemps après la fin de l'appel. 20 ans. Lily savait depuis qu'elle avait 16 ans. Près de 2 décennies à détenir cette information, à l'utiliser, à en faire une arme. J'ai repensé à toutes les fois où maman avait pris le parti de Lily contre moi, à tous les cadeaux financiers qui allaient dans une seule direction, à toutes les excuses trouvées pour le comportement de Lily alors qu'on m'imposait des normes impossibles. J'avais toujours supposé que maman l'aimait simplement plus. Maintenant, je comprenais la vérité. Lily faisait chanter notre mère depuis 20 ans, et chaque privilège qu'elle recevait était le prix de son silence. Mais quelque chose avait changé. Lily ne voulait plus garder le secret. Elle voulait qu'il soit exposé. Et ses mots sur le fait de « s'assurer que les bonnes personnes obtiennent ce qu'elles méritent » suggéraient que cela allait au-delà d'un simple drame familial. C'était une question d'argent. C'était une question d'héritage. J'ai commencé à poser des questions prudentes à des amis de la famille, des gens qui connaissaient mes parents depuis des décennies. Ce que j'ai appris m'a glacé le sang. L'une des meilleures amies de ma mère a mentionné, presque en passant, que Lily s'était renseignée sur des avocats spécialisés en succession plusieurs mois auparavant, avant même que papa ne tombe malade. Une autre s'est souvenue que Lily parlait de « changements à venir dans la situation familiale », comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Je ne pouvais rien prouver. Je n'avais ni document, ni enregistrement, ni preuve concrète du plan que Lily exécutait. Mais j'avais passé toute ma carrière à analyser des schémas, à identifier des risques, à me préparer à des scénarios que d'autres rejetaient comme improbables. Mon instinct ne m'avait jamais fait défaut en affaires, et il hurlait en moi maintenant. J'ai trouvé un avocat le lendemain. Pas un ami de la famille, pas quelqu'un lié à quiconque que ma mère ou ma sœur pourraient connaître, mais un avocat en succession indépendant, réputé pour protéger ses clients dans des situations d'héritage complexes. J'ai expliqué mes préoccupations, partagé le peu que je savais et lui ai demandé de m'aider à comprendre mes droits en tant que bénéficiaire potentiel de la succession de mon père. Elle a écouté sans juger, a pris des notes détaillées et a promis d'enquêter. 3 jours plus tard, un autre appel est arrivé. Celui-ci venait de Monsieur Harrison, l'avocat qui s'était occupé des affaires juridiques de mon père pendant plus de 30 ans. Sa voix était formelle mais pas méchante. « Émilie, il y a des choses que votre père voulait que vous sachiez, dit-il. Des choses qu'il m'a demandé de ne partager que dans des circonstances spécifiques. Ces circonstances sont maintenant réunies. Il est temps de lire le testament, et je pense que vous devriez être préparé à ce que vous allez entendre. » J'ai accepté d'assister à la lecture, prévue pour la semaine suivante. Puis j'ai appelé mon propre avocat et lui ai demandé de m'accompagner. Quel que soit le piège que Lily avait tendu, j'allais y marcher droit dedans. Mais cette fois, je n'irai pas à l'aveugle. Le cabinet d'avocats Harrison et Associés occupait tout le dernier étage d'un immeuble du centre-ville qui existait depuis l'époque de mon grand-père. Je suis arrivée 20 minutes en avance avec mon avocate, Sarah Chen, qui m'avait conseillé de tout observer et de ne rien dire à moins d'y être directement invitée. Nous nous sommes assises près de la fenêtre, loin de la table de conférence principale, et nous avons attendu. Maman est arrivée ensuite, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en un mois. Son visage était pâle, ses mains agrippaient son sac à main comme une bouée de sauvetage, et elle a complètement évité mon regard en s'asseyant à l'autre bout de la table. Elle savait que quelque chose se préparait. La question était de savoir si elle savait exactement quoi.
Lily a fait une entrée remarquée 5 minutes avant l'heure prévue, et la transformation de son attitude m'a tout dit. Elle rayonnait littéralement d'anticipation, vêtue de son tailleur le plus cher, son maquillage parfait, son sourire à peine contenu. Elle avait amené son propre avocat, un homme au visage affûté que j'ai reconnu sur des panneaux publicitaires vantant des litiges de succession agressifs. Lily a croisé mon regard et m'a lancé un air d'une satisfaction si suffisante que j'ai senti mon estomac se nouer. Elle croyait avoir déjà gagné. Monsieur Harrison est entré en dernier, portant un épais dossier qu'il a posé délibérément au centre de la table. C'était un homme d'une 60aine d'années, distingué et prudent, qui connaissait ma famille depuis des décennies. Mais aujourd'hui, son expression portait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une résolution tranquille, comme s'il s'apprêtait à annoncer une nouvelle qu'il attendait de partager depuis des années. Avant de commencer, commença-t-il, sa voix tranchant la tension comme une lame, je tiens à noter que M. Carter m'a donné des instructions très spécifiques sur la manière dont cette lecture devait se dérouler. Il a anticipé certaines contestations de ses dernières volontés, et il s'est préparé en conséquence. Tout ce que je suis sur le point de partager a été arrangé par votre père au cours des derniers mois de sa vie, en pleine connaissance de circonstances que certains d'entre vous pourraient trouver surprenantes. Lily s'est agitée sur sa chaise, son sourire vacillant légèrement. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait prévu que les choses commencent. Monsieur Harrison a ouvert le dossier et a commencé à lire. Je, Robert James Carter, étant sain de corps et d'esprit, déclare ceci être mon dernier testament. Je lègue 70% de mon patrimoine, y compris la maison familiale, mon portefeuille d'investissement et ma participation dans Carter Industries, à Emily Carter, la fille que j'ai choisi d'aimer, non pas en raison du sang, mais en raison du caractère. La pièce a explosé. Lily était debout avant même que le dernier mot ne quitte sa bouche. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, a-t-elle crié, son sang-froid se brisant complètement. Elle n'est pas sa vraie fille. Nous avons maintenant une preuve ADN, une preuve qu'elle a soumise elle-même. Elle n'a aucun droit légal sur tout ça. Monsieur Harrison a attendu que son éclat de voix se calme, puis a continué à lire avec un calme exaspérant. Le testament stipule, et je cite directement, « J'ai su depuis qu'Emily avait 2 ans qu'elle n'était pas ma fille biologique. J'ai choisi de l'élever quand même, et je choisis de lui laisser mon héritage parce qu'elle seule s'est montrée digne de celui-ci. Cette décision a été prise en pleine connaissance de la filiation d'Emily et ne nécessite aucune validation supplémentaire. » La couleur a quitté le visage de Lily si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Toute sa stratégie, le test ADN, les mois de préparation, l'exposition calculée de ma véritable filiation venait d'être rendue vaine par un seul paragraphe. Papa avait su. Il avait toujours su. Et il m'avait choisi quand même. Maman a commencé à pleurer doucement, ses épaules secouées, mais je ne pouvais pas dire si ces larmes venaient du chagrin, du soulagement ou de la peur de ce qui allait suivre. Monsieur Harrison n'avait pas fini. Il a sorti du dossier une épaisse liasse de documents maintenus par un élastique. 8 mois avant sa mort, Monsieur Carter a engagé un détective privé. Il l'a fait après que Lily a commencé à faire pression sur lui pour qu'il modifie son testament en sa faveur. Le détective a reçu pour instruction de documenter toute activité pouvant indiquer une tentative de manipuler la distribution de la succession. Il a fait glisser les documents sur la table vers Lily, qui les a fixés comme s'ils allaient la mordre. Le rapport contient les conclusions suivantes, a poursuivi Monsieur Harrison. Consultation avec 3 avocats différents spécialisés en litiges de succession, commençant 7 mois avant le décès de Monsieur Carter. Retrait non autorisé totalisant $50 000 des comptes personnels de Monsieur Carter pendant la période de sa maladie, alors qu'il était trop faible pour surveiller ses finances de près. Multiples conversations avec des amis de la famille concernant, et je cite les transcriptions, des changements à venir dans la situation familiale et le fait de s'assurer que les bonnes personnes obtiennent ce qu'elles méritent. Chaque élément tombait comme un coup de marteau. J'ai regardé la façade confiante de Lily s'effriter morceau par morceau à mesure que l'ampleur de sa mise à nu devenait claire. Et enfin, dit M. Harrison, sa voix prenant un ton plus dur, le détective a documenté l'achat d'un kit de test ADN, acheté en ligne 3 semaines avant l'anniversaire d'Emily, expédié à l'adresse de Lily et emballé en cadeau pour être présenté lors d'un dîner de famille.
Il a posé un dernier document sur la table, une note manuscrite dans l'écriture familière de mon père. Monsieur Carter a demandé que je lise ceci à voix haute. Lily, je savais ce que tu préparais. Je t'ai observé intriguée et manipulée pendant des mois, en espérant que tu changerais de cap. Je t'ai donné toutes les occasions de choisir différemment. Tu ne l'as pas fait. Ces conséquences sont de ta propre fabrication. Le silence qui a suivi était absolu. Même l'avocat de Lily semblait abasourdi par la minutie du piège qui avait été tendu. Puis Lily a retrouvé sa voix, bien qu'elle ait perdu toute sa confiance d'antan. Je conteste ce testament, a-t-elle annoncé, ses mots se bousculant dans une précipitation désespérée. C'est évidemment le résultat d'une manipulation. Emily a dû l'influencer d'une manière ou d'une autre. J'irai en justice et je prouverai qu'elle a profité d'un homme mourant. Son propre avocat lui a attrapé le bras et lui a murmuré quelque chose d'urgent à l'oreille. J'ai saisi des fragments de son avertissement, reconnaît explicitement. Impossible de plaider la fraude quand c'est divulgué. Toute contestation sera frivole. Lily l'a repoussé, et M. Harrison a répondu sans émotion. Le testament contient une clause de non-contestation, valide en vertu de la loi californienne. Tout héritier qui dépose une contestation sans motif probable perd l'intégralité de son héritage. Étant donné que le testament reconnaît explicitement la filiation d'Emily et fournit un raisonnement documenté pour les décisions de M. Carter, toute contestation pour motif de fraude ou d'influence indue serait presque certainement jugée frivole par le tribunal. Il a fait une pause, laissant les implications s'installer. De plus, vos $200 000 de prêts non remboursés auprès de M. Carter sont documentés dans ces dossiers comme des avances sur votre héritage. Si vous perdez votre héritage par une contestation frivole, ces avances se transforment en dettes personnelles dues à la succession. Des dettes qui devraient être remboursées intégralement. L'avocat de Lily rassemblait déjà ses papiers, son expression indiquant clairement qu'il ne voulait rien avoir à faire avec cette affaire. Lily est restée figée, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son n'en sorte. Le poids total de son erreur de calcul l'écrasait enfin. Elle avait passé des mois à monter un dossier pour prouver que je n'étais pas une Carter. Elle ne savait pas que papa avait passé ces mêmes mois à construire une forteresse autour de moi, documentant chacun de ses mouvements, anticipant chacun de ses arguments. Mais alors que le choc du moment commençait à se dissiper, M. Harrison s'est éclairci la gorge une fois de plus. Il y a une dernière chose, dit-il, en attrapant une autre enveloppe au fond de son dossier. Cela concerne un accord conclu il y a 35 ans. Un accord qui implique le père biologique d'Emily. On m'a demandé de ne partager cela qu'après la lecture du testament principal. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Le secret qui avait tout déclenché était sur le point de faire surface, et il allait changer tout ce que je pensais savoir sur qui j'étais vraiment. Les semaines qui ont suivi la lecture du testament auraient dû apporter la paix. Au lieu de cela, elles ont apporté le chaos. Lily a refusé d'accepter ce qui s'était passé. Son avocat s'est retiré de son cas le lendemain de la lecture, mais elle en a trouvé un autre prêt à prendre son argent et à déposer une contestation formelle contre le testament. Les motifs qu'elle invoquait étaient l'influence indue et la manipulation d'un homme mourant, des accusations si infondées qu'elles auraient été risibles si elles n'avaient pas été si vicieuses. Mais Lily ne s'est pas arrêtée à l'action en justice. 3 jours après avoir déposé la contestation, elle s'est présentée à mon immeuble, martelant ma porte et hurlant des menaces assez fort pour que mes voisins l'entendent. Elle m'a traitée de voleuse, d'escroc, de manipulatrice qui avait volé ce qui lui revenait de droit. Elle a menacé de détruire ma carrière, de dire à tous mes collègues que je n'étais pas celle que je prétendais être, de s'assurer que je ne connaîtrais plus jamais un instant de paix. Ce qu'elle n'a pas remarqué dans sa rage, c'est la caméra de sécurité montée au-dessus de ma porte. L'immeuble les avait installés 2 ans plus tôt, avec des panneaux clairement affichés, enregistrement en cours, à chaque étage. Toute sa tirade a été capturée en vidéo haute définition, avec le son. L'audience de médiation obligatoire a eu lieu 6 semaines plus tard. Lily est arrivée avec son nouvel avocat, un homme qui semblait de plus en plus mal à l'aise alors que mon avocate, Sarah Chen, présentait notre réponse à la contestation. Sarah était méthodique et dévastatrice. Elle a commencé par le rapport du détective privé que papa avait commandé, documentant le plan de Lily depuis ses débuts.
Elle a poursuivi avec les images de la caméra de sécurité de la visite menaçante de Lily à mon appartement. Puis sont venus les SMS, des dizaines, montrant un schéma de harcèlement et d'intimidation qui n'avait cessé de s'intensifier depuis la lecture du testament. Enfin, elle a présenté des preuves des 20 ans de manipulation émotionnelle de Lily, y compris des déclarations d'amis de la famille qui avaient été témoins de son comportement au fil des décennies. La juge a tout écouté avec une expression de dégoût croissant. Lorsque l'avocat de Lily a tenté de faire valoir que la preuve ADN prouvait que je n'avais aucun droit légitime sur la succession, la juge l'a interrompu. Le testament reconnaissait explicitement ma filiation, a-t-elle noté. Le défunt avait clairement exprimé ses volontés en pleine connaissance de tous les faits pertinents. Il n'y avait aucune fraude à découvrir car rien n'avait été caché. Elle a rejeté la contestation comme étant frivole et a invoqué la clause de non-contestation. Lily a perdu les 30% restants de son héritage. Les 200 000 $ qu'elle avait empruntés à papa au fil des ans, précédemment documentés comme des avances sur son héritage, se sont automatiquement convertis en dettes personnelles dues à la succession. En l'espace d'un après-midi, Lily est passée de l'attente de tout hériter à devoir plus d'argent que la valeur de sa maison. J'ai observé son visage alors que la juge rendait sa décision. Pendant un bref instant, j'ai vu quelque chose sous la colère, une lueur de la petite sœur dont je me souvenais dans notre enfance, avant que la jalousie et le sentiment de droit acquis ne l'aient endurci en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Puis cette lueur a disparu, remplacée par une fureur froide alors qu'elle sortait du tribunal sans un mot. Maman est venue me voir ce soir-là. Elle semblait plus petite que jamais, diminuée par le poids des secrets qu'elle avait portés pendant 35 ans. Elle s'est assise sur mon canapé avec une tasse de thé qu'elle n'a jamais bu, et elle m'a enfin dit la vérité. Richard n'était pas un étranger qui était apparu brièvement dans la vie de ma mère. Il était l'ami le plus proche de mon père, son colocataire à l'université, le témoin à leur mariage. Quand mes parents ont découvert que papa était stérile, leur mariage a failli s'effondrer sous la tension. Maman voulait désespérément des enfants, papa se sentait comme un échec. Ils se sont séparés pendant près d'1 an, période durant laquelle maman a trouvé du réconfort auprès de Richard, la seule personne qui les comprenait tous les deux, qui les aimait tous les deux, qui voulait les aider à trouver une solution. Quand maman a découvert qu'elle était enceinte, ils ont pris une décision à 3. Richard se retirerait complètement, ne me réclamant jamais comme sienne, n'interférant jamais dans mon éducation. Papa m'élèverait comme sa fille, me donnant son nom et sa protection. Et Richard aiderait à sauver Carter Industries, qui était en faillite à l'époque, en fournissant le capital qui a maintenu l'entreprise familiale en vie. 2 avocats ont été témoins et ont documenté l'accord, Monsieur Harrison pour mes parents, et un autre avocat pour Richard. Ils ont établi des conditions spécifiques pour ce qui se passerait si la vérité venait à éclater. Maman pleurait en me racontant cela. Elle a dit qu'elle avait toujours eu l'intention de me le dire un jour, mais que le bon moment n'était jamais venu. Elle a admis que la découverte du secret par Lily à 16 ans avait tout changé, donnant à sa fille cadette un moyen de pression qu'elle a utilisé sans pitié pendant 2 décennies. Elle s'est excusée pour le favoritisme, pour la négligence, pour avoir laissé la peur façonner la façon dont elle traitait ses propres enfants. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand elle a fini, je ne lui ai pas offert de réconfort. Je lui ai simplement dit que j'avais besoin de temps pour digérer tout ce qu'elle venait de dire. Le lendemain, Monsieur Harrison a appelé pour expliquer la dernière pièce du puzzle. L'accord signé il y a 35 ans incluait des conditions de déclenchement spécifiques pour un trust que Richard avait établi à mon nom. Le trust s'activerait si l'une des 2 conditions était remplie, soit ma non-relation biologique avec M. Carter étant formellement reconnu dans une procédure judiciaire, soit le testament de Monsieur Carter faisant explicitement référence à ma filiation. La lecture du testament avait satisfait automatiquement la seconde condition, notifiant à l'avocat de Richard de libérer le trust. Richard était mort il y a 5 ans, mais il avait passé des décennies à construire ce trust pour moi. Il l'avait alimenté régulièrement, observant ma vie à distance. Il avait promis de ne jamais prendre contact, mais de ne jamais détourner le regard. Son avocat m'a livré un paquet contenant les documents du trust et une lettre que Richard avait écrite peu avant sa mort. J'ai lu ces mots, seul dans mon appartement, les larmes coulant sur mon visage. Il écrivait qu'il ne pouvait pas être mon père dans la vie parce qu'il avait fait une promesse, et qu'il était un homme qui tenait ses promesses.
Mais il m'avait observé de loin, vu mes remises de diplôme, suivi ma carrière, observé comment j'étais traitée par la famille qu'il avait aidé à créer. Il a vu comment je luttais, comment j'étais négligée, comment je me suis construite pour devenir quelqu'un de fort malgré le peu de soutien reçu. Sa lettre disait que ce n'était pas de la culpabilité, c'était de la fierté. J'étais sa plus grande réussite, même si je n'ai jamais su qu'il existait. Dans les jours qui ont suivi, j'ai pris des décisions sur la manière de gérer tout ce dont j'avais hérité. J'ai examiné personnellement les dossiers financiers de la succession et j'ai confirmé que Lily avait retiré 50 000 $ des comptes de papa pendant ces derniers mois, alors qu'il était trop malade pour le remarquer. En vertu de la loi californienne, cela constituait un abus financier sur personne âgée, un délit passible de poursuite. J'avais tout à fait le droit de porter plainte. Au lieu de cela, j'ai choisi une autre voie. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai offert un choix à Lily, rembourser les 50 000 $ en un an, ou faire face à des poursuites pénales, combinées aux 200 000 $ qu'elle devait déjà et à la perte de son héritage. Cela la forcerait à vendre sa maison et à repartir de zéro, mais elle n'irait pas en prison. Elle aurait une chance de se reconstruire, si elle était prête à la saisir. Pour maman, j'ai établi une modeste allocation mensuelle provenant de la succession, suffisante pour couvrir ses besoins de base, mais pas assez pour maintenir le style de vie auquel elle s'était habituée. Elle devrait déménager dans plus petit, s'adapter, vivre avec les conséquences de choix faits il y a longtemps. Ce n'était pas un pardon, c'était des limites avec des conséquences. La différence comptait pour moi. Dans le paquet de Richard, sous les documents juridiques et la lettre expliquant 35 ans d'observation à distance, il y avait une autre chose. Une petite boîte en bois que je n'avais pas encore ouverte. Je n'étais pas prête, mais je savais que ce qui se trouvait à l'intérieur représentait une vie entière d'amour de la part d'un père qui avait choisi de rester à l'écart pour que je puisse avoir une famille, même si cette famille ne m'a jamais mérité. 3 mois se sont écoulés avant que je trouve le courage d'ouvrir la boîte en bois. Elle est restée sur ma table de chevet pendant les dernières procédures judiciaires, la vente de mon appartement, et toutes les décisions qui allaient remodeler ma vie. Certains soirs, je la prenais et la tenais dans mes mains, sentant son poids, sachant que ce qui se trouvait à l'intérieur représentait quelque chose de précieux venant d'un homme que je n'avais jamais rencontré. Mais je n'étais pas prête. Je devais finir de devenir la personne qui méritait de le recevoir. Le matin où je l'ai finalement ouverte était banal. Un dimanche de fin de printemps, le café refroidissant sur le comptoir de la cuisine, la lumière du soleil entrant à flot par des fenêtres que j'avais choisies moi-même. J'ai soulevé lentement le couvercle et, à l'intérieur, j'ai trouvé une montre. Elle était vieille, clairement bien portée, le bracelet en cuir adouci par des décennies d'utilisation. Le cadran était simple, sans complications sophistiquées ni marque de luxe, juste un savoir-faire honnête qui avait résisté à l'épreuve du temps. Sous la montre se trouvait une note pliée, écrite d'une écriture que je n'avais jamais vue mais que je reconnaissais en quelque sorte comme m'appartenant. Je l'ai portée tous les jours, Émilie. Chaque fois que je regardais l'heure, je pensais à toi. Je me demandais si tu étais heureuse, si tu étais aimée, si tu devenais la personne que je croyais que tu pouvais être. La réponse aux 2 premières questions était souvent non, et je ne pouvais pas intervenir. C'était le prix de ma promesse, le coup de te donner une famille que j'espérais te traiterait mieux qu'elle ne l'a fait. Cette montre a compté chaque heure que j'aurais aimé passer avec toi, chaque anniversaire où j'ai voulu appeler, chaque remise de diplôme à laquelle j'ai assisté depuis le dernier rang, partant avant que quiconque puisse me voir. Chaque fois que je te voyais en difficulté et que je devais m'éloigner. Maintenant, laisse-la compter les heures de la vie que tu mérites. La vie que tu as gagnée. La vie que j'ai toujours su que tu te construirais. J'ai serré la montre contre ma poitrine et j'ai pleuré. Pas les larmes de chagrin que j'attendais, mais quelque chose d'autre. La libération d'une solitude que j'avais portée pendant 35 ans sans en comprendre la source. J'avais passé toute ma vie à me sentir invisible, mal aimée, comme si quelque chose n'allait fondamentalement pas chez moi, me rendant indigne de l'affection que les autres recevaient si facilement. Maintenant, je comprenais que je n'avais jamais été seule. Quelqu'un m'avait observé, s'était soucié de moi, était fier de moi, m'aimait d'une distance dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Le poids que j'avais porté n'était pas la preuve de mon insuffisance, c'était simplement le prix d'une promesse faite avant ma naissance par un homme qui m'aimait assez pour me laisser partir. J'ai mis la montre ce matin-là,
et je ne l'ai plus enlevé depuis. La maison de la famille Carter s'est vendue en quelques semaines. Je n'ai assisté ni à la dernière visite ni à la signature. J'ai engagé des professionnels pour emballer ce qui restait et donner tout ce que je ne voulais pas, c'est-à-dire presque tout. Trop de souvenirs vivaient dans ces pièces, et aucun n'était chaleureux. L'argent de la vente, combiné à mon héritage de mes deux pères, m'a donné des options que je n'avais jamais imaginées. Mais je ne voulais pas d'un manoir, d'un appartement de luxe, ni d'aucun des symboles de statut qui avaient tant compté pour la famille que je quittais. J'ai acheté un cottage. Petit, vieux, un peu usé par le temps. Exactement comme moi. Il avait un jardin qui avait été négligé pendant des années, plein de potentiel attendant d'être ramené à la vie. La cuisine était minuscule mais lumineuse, la chambre donnait sur un étang où les canards se rassemblaient le matin. La première nuit où j'y ai dormi, j'ai écouté le silence et j'ai réalisé que je n'avais jamais connu la paix auparavant. Je n'avais connu que l'absence de conflit, ce qui n'est pas du tout la même chose. J'ai rempli mon cottage de livres que j'avais toujours voulu lire mais dont je n'avais jamais eu le temps. J'ai appris à jardiner, faisant des erreurs et en tirant des leçons, sans que personne ne me dise que je m'y prenais mal. J'ai peint les murs de couleurs que j'aimais, sans demander la permission ni chercher l'approbation. Pour la première fois en 35 ans, chaque décision était la mienne, et la mienne seule. Personne à qui plaire, personne à qui prouver le contraire, personne ne mesurant ma valeur à l'aune de normes que je ne pouvais jamais atteindre. J'ai découvert, lentement et avec une certaine surprise, que j'aimais la personne que j'étais quand personne ne me disait que je n'étais pas assez. Ma relation avec maman s'est installée dans quelque chose de distant mais fonctionnel. Nous parlions au téléphone une fois par mois, de brèves conversations sur des sujets sans importance. Elle me demandait des nouvelles de ma santé, de mon travail, de mon jardin. Je répondais poliment, sans offrir de détails. Nous ne passions pas les fêtes ensemble. Nous ne prétendions pas être proches. La chaleur qui aurait pu exister entre nous avait été sacrifiée il y a longtemps sur l'autel des secrets et du favoritisme, et je n'avais aucun intérêt à faire semblant. Elle avait fait ses choix, maintenant elle vivait avec. Il n'y avait aucune punition dans ma distance, juste la conséquence naturelle de décennies passées à être sa fille de second rang. Avec Lily, il n'y avait rien du tout. Elle a appelé à plusieurs reprises dans les semaines qui ont suivi la médiation, laissant des messages vocaux allant des excuses larmoyantes aux accusations furieuses. Je les ai supprimés sans écouter au-delà des premières secondes. Elle a envoyé des emails que je n'ai jamais ouverts. Elle a essayé de me joindre par l'intermédiaire de connaissances communes qui ont rapidement appris à ne pas transmettre ces messages. Quand elle a été forcée de vendre sa maison pour couvrir ses dettes, les $200 000 de prêt, les $50 000 de restitution, les frais de justice de sa contestation ratée, elle m'a envoyé une lettre. J'ai reconnu son écriture sur l'enveloppe et j'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais quelque chose m'a poussé à la lire, une seule fois. Elle y écrivait à quel point tout était injuste, comment j'avais volé ce qui lui appartenait, comment papa avait été manipulé et que les tribunaux l'avaient trahi, et que rien de tout cela n'était de sa faute. Elle demandait de l'argent. Elle demandait le pardon. Elle me demandait de me souvenir que nous étions sœurs, comme si ce mot signifiait encore quelque chose après tout ce qu'elle avait fait. J'ai lu la lettre une fois, puis je l'ai jetée à la poubelle. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, pas même le plaisir sinistre de voir le karma rendre son verdict. Juste rien. La ruine de Lily n'était pas une vengeance, c'était simplement ce qui arrive lorsqu'une vie de manipulation se heurte enfin à un mur qu'elle ne peut ni charmer, ni menacer, ni déjouer. Elle avait construit son propre piège et y était entrée de son plein gré. Je ne lui devais rien, pas même l'énergie de la haine. L'idée de la fondation m'est venue un soir tranquille, assise dans mon jardin au coucher du soleil. J'ai pensé à tous les enfants qui grandissent en ce moment même dans des foyers comme celui où j'ai survécu. Les défavorisés, les négligés, ceux dont la valeur est mesurée par rapport à des frères et sœurs qui ne peuvent rien faire de mal. J'ai pensé à quel point ma vie aurait pu être différente si quelqu'un m'avait tendu la main, m'avait offert de l'aide, m'avait dit que la façon dont j'étais traitée n'était ni ma faute ni ma destinée. Je l'ai nommée la Fondation Carter, en l'honneur du père qui m'a élevée en sachant que je n'étais pas de son sang, et du père qui m'a aimée de la distance qu'il a choisi de garder.
La Fondation offre des thérapies, des bourses d'études pour les adultes qui se remettent d'un traumatisme familial, du mentorat professionnel pour ceux qui reconstruisent leur vie après avoir échappé à des systèmes toxiques, et un soutien d'urgence pour quiconque a besoin d'aide pour s'en sortir. Elle est petite pour l'instant, mais elle grandira. Et chaque personne qu'elle aidera sera la preuve que la douleur peut devenir une raison d'être, que les blessures peuvent devenir de la sagesse, que l'enfant mal aimé peut grandir pour répandre l'amour d'une manière que sa famille n'a jamais imaginée. Ce soir, je suis assise dans mon jardin alors que le soleil se couche, portant la montre de Richard, un livre fermé sur mes genoux. Mon cottage brille d'une lueur chaude derrière moi. Les canards se sont installés sur l'étang pour la soirée. Je n'attends personne. Je n'essaie de rien prouver. Je ne suis pas en train de guérir. Je suis guéri. Je regarde la montre à mon poignet et je pense à deux hommes qui ont tous deux choisi de m'aimer, à leur manière imparfaite. L'un m'a élevé en connaissant la vérité et m'a laissé son héritage. L'autre a observé de loin et m'a laissé sa fierté. Tous deux ont vu en moi quelque chose que je ne pouvais pas voir en moi-même pendant 35 ans. Ma sœur m'a donné un test ADN pour prouver que je n'appartenais pas à sa famille. Au lieu de cela, il a prouvé que deux pères, l'un qui m'a élevé, l'autre qui a observé de loin, m'ont tous les deux choisi alors qu'ils n'y étaient pas obligés. En fin de compte, le plus grand héritage n'était ni l'argent ni les biens. C'était de comprendre enfin que j'avais toujours été digne d'amour. Je devais juste arrêter d'attendre que les mauvaises personnes le voient. L'histoire d'Émilie nous apprend quelque chose que beaucoup d'entre nous apprennent trop tard dans la vie: votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont votre famille vous traite. Les personnes qui devraient vous aimer le plus vous déçoivent parfois le plus profondément, et cet échec en dit long sur elles, et rien sur vous. Si vous avez grandi en étant l'enfant négligé, le défavorisé, la fille qui ne pouvait jamais être à la hauteur, peu importe ses efforts, s'il vous plaît, écoutez ceci: leur incapacité à voir votre valeur était leur aveuglement, pas votre défaut. Cette histoire nous rappelle également que les secrets et la manipulation finissent par s'effondrer sous leur propre poids. Lily a passé 20 ans à construire une forteresse de mensonges et de stratagèmes, croyant assurer son avenir. Au lieu de cela, elle construisait sa propre prison. La vérité a une façon de faire surface, et quand elle le fait, ceux qui ont bâti leur vie sur la tromperie se retrouvent sans rien de solide sur quoi se tenir. Mais peut-être que la leçon la plus importante est la suivante: la guérison ne nécessite pas la vengeance. Émilie n'a pas détruit sa sœur, elle a simplement cessé de la protéger des conséquences. Elle n'a pas puni sa mère, elle a simplement établi des limites. Il y a un pouvoir profond dans le choix de la paix plutôt que de la vengeance, dans le fait de partir entier plutôt que de rester pour se battre. Parfois, la plus grande victoire est de se construire une belle vie et de laisser cela être votre réponse à tous ceux qui ont douté de vous. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous vous êtes reconnu dans la lutte d'Émilie, ou si vous aimez simplement les histoires de justice et de guérison, j'espère que vous vous abonnerez à cette chaîne pour ne jamais manquer une autre histoire comme celle-ci. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi: avez-vous déjà découvert un secret de famille qui a tout changé? Ou avez-vous dû établir des limites avec des personnes qui étaient censées vous aimer? Vos histoires comptent, et j'aimerais beaucoup les entendre.